Ladies and gentlemen, please welcome Marlon Wayans. Yeah. Yeah. Don't look like money, boy, bro. You look like money. Yeah. Quoi? Hein? Ne me regarde pas. Je ne vais pas me faire avoir. Recule, Fiston. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Soutiens-le. Je n'ai pas peur de toi. Apparemment, les frères Wayans sont des habitués de la télévision et du cinéma depuis des décennies, mais ils sont moins visibles ces derniers temps. Que s'est-il passé? Des rumeurs disent que les frères Wayans ont été ostracisés par Hollywood après des conflits potentiels avec leur travail. Selon certaines sources, les frères Wayans sont en crise et ne sont plus embauchés. Quelle est la vérité derrière ces rumeurs? Découvrez-la dans cette vidéo. Tout d'abord, plusieurs théories ont été avancées pour expliquer le départ soudain des frères Wayans, allant du fait qu'ils auraient été délaissés par Hollywood au profit de nouveaux talents plus commercialisables, à l'idée que leurs émissions auraient perdu de l'audience et ne seraient plus considérées comme rentables. Bien que ces idées puissent avoir un certain mérite, un événement particulier sur le plateau de Saturday Night Live, SNL, semble avoir marqué le tournant dans la carrière des frères Wayans, conduisant à leur retrait éventuel de l'industrie. Les frères Wayans, Keenen Ivory, Damon, Marlon, Sean, et plus tard leur jeune frère, Damien, sont arrivés sur la scène à la fin des années 1980 et au début des années 1990, se faisant rapidement un nom dans la comédie. Ils avaient un style unique et décalé, combinant l'humour burlesque à un commentaire social acerbe qui a trouvé un écho auprès d'un large public. Keenen Ivory Wayans s'est d'abord fait connaître en tant que créateur et animateur de l'émission de sketch comique à succès, qui a révolutionné la manière dont la culture afro-américaine était représentée à la télévision grand public. L'émission a fait découvrir au monde des stars comme Jim Carrey, Jamie Foxx et Jennifer Lopez, et a contribué à ouvrir la voie à une représentation plus diversifiée à Hollywood. Après In Living Color, les frères Wayans semblaient prêts à connaître un succès encore plus grand. Damon Wayans a lancé sa propre sitcom, My Wife and Kids, qui a connu un succès retentissant et a duré 5 saisons. Marlon et Sean Wayans ont fait équipe pour une série de comédies à succès, notamment White Chicks et Scary Movie, cette dernière devenant une franchise très rentable. Malgré leur forte présence sur grand écran et à la télévision, des signes précoces de tension ont été observés au sein de l'industrie. Comme beaucoup de stars à succès à Hollywood, les frères Wayans ont dû faire face à des difficultés. Certains affirment que Hollywood a commencé à négliger leur voix comique unique au profit de stars plus grand public et grand public. Dans le paysage concurrentiel de l'industrie du divertissement, on observe souvent une préférence pour la nouveauté et la mode. Malgré leur succès, les Wayans ne correspondaient pas au profil des stars montantes que Hollywood cherchait à promouvoir à l'époque. Certains ont émis l'hypothèse que l'approche décomplexée des Wayans en matière d'humour, qui s'appuyait parfois sur des sujets épineux et controversés, les rendait moins attrayants pour certains producteurs et dirigeants qui préféraient un contenu moins risqué et plus commercialisable. Une autre théorie avance que les émissions et les films des frères Wayans ont commencé à perdre leur attrait initial, l'audience et les ventes au box-office ayant diminué au fil du temps. Si Scary Movie a connu un succès indéniable, ses suites n'ont pas tout à fait réussi à capter la même magie, et l'humour de White Chicks et des autres films était souvent polarisant. Pendant un temps, l'humour des Wayans a fait beaucoup parler à Hollywood, mais les goûts changent, et leur genre de comédie audacieuse et irrévérencieuse semble perdre la faveur d'un environnement de divertissement de plus en plus politiquement correct et prudent. Cependant, la raison la plus largement évoquée pour expliquer le départ des Wayans d'Hollywood semble être un incident survenu sur le plateau de Saturday Night Live. Les détails de cet incident sont évoqués depuis des années et, bien que de nombreux détails restent entourés de mystères, le cœur de l'histoire implique l'un des frères Wayans engagé dans une altercation houleuse avec plusieurs puissants producteurs hollywoodiens. Selon des rapports circulant dans les cercles hollywoodiens, l'altercation s'est produite lors d'un sketch désormais tristement célèbre de SNL, qui était censé être une version comique d'Hollywood et de son traitement des acteurs et artistes afro-américains. Dans le sketch, le frère des Wayans aurait exagéré les choses, en ciblant des personnalités de l'industrie du cinéma d'une manière jugée très inappropriée.
La tension sur le plateau était palpable, car plusieurs producteurs auraient estimé que le sketch était trop direct et trop critique envers leur influence à Hollywood. La volonté des Wayans de repousser les limites et de faire des déclarations audacieuses et conflictuelles a toujours fait partie de leur charme. Mais dans ce cas précis, il semble qu'ils aient franchi une ligne que certains acteurs puissants de l'industrie n'étaient pas prêts à tolérer. Les rumeurs suggèrent que les conséquences de cet incident ont été rapides et graves, certains producteurs et directeurs de studios ayant juré de mettre les frères Wayans sur la liste noire de toute opportunité future. Cet acte de défi, intentionnel ou non, semble avoir marqué la fin du temps des Wayans dans le Grand Hollywood. Damon Wayans, le quatrième aîné de la famille Wayans, s'est distingué comme l'un des plus polyvalents et talentueux du groupe. Avec son sens de l'humour aiguisé, ses talents d'acteur impeccables et son charme indéniable, Damon était considéré comme une étoile montante. Il était également connu pour son travail remarquable en tant qu'humoriste de stand-up, ce qui a contribué à consolider sa réputation dans l'industrie du divertissement. Dans les années 90, Damon était considéré comme un artiste doté à la fois du talent et de l'apparence nécessaires pour aller loin. Et il était sur le point de devenir l'une des plus grandes stars de la décennie. Son charme, son esprit vif et sa capacité à incarner une variété de rôles comiques en ont fait un favori à la télévision et au cinéma. Les frères Wayans ont véritablement tenu les rênes du divertissement noir dans les années 90. Leur travail a eu un impact considérable sur les foyers noirs, notamment avec des émissions comme In Living Color, qui a non seulement mis en valeur leur génie comique, mais a également fait tomber les barrières en termes de représentation des Afro-Américains dans la comédie et à la télévision. Les films des Wayans tells que Don't be a menace to South Central while drinking your juice in the hood at White Chicks sont devenus emblématiques, consolidant leur place dans la culture pop. Il n'est pas exagéré de dire que leur influence à cette époque était presque inégalée, mais aussi rapidement qu'ils étaient devenus célèbres. Les frères Wayans ont semblé disparaître de la scène publique, laissant nombre de leurs fans se demander ce qui était arrivé à la famille talentueuse qui avait conquis leur cœur. Beaucoup ont spéculé que la disparition soudaine des frères était liée à un événement unique et fatidique survenu sur le plateau de Saturday Night Live, SNL, une émission connue pour avoir lancé la carrière de certains des plus grands comédiens de l'histoire. Damon Wayans, qui s'était déjà imposé comme un comédien hors pair, a été recruté lors de la 11e saison de SNL après le départ d'Eddie Murphy. Les fans étaient enthousiasmés par le potentiel de Damon à reprendre le rôle emblématique que Murphy avait autrefois tenu, mais il y a eu des complications immédiates. Bien qu'Eddie Murphy soit une légende dans le monde de la comédie, il était presque impossible que Damon puisse le remplacer. Damon a été embauché. Mais le producteur Lorne Michaels, connu pour son approche prudente et parfois protectrice des talents, n'a pas tout de suite jeté Damon dans le grand bain. Au lieu de cela, il a accordé à Damon un temps d'écran limité, sans doute pour éviter les comparaisons avec Murphy, dont le talent comique avait été essentiel au succès de la série. Cependant, Damon n'était pas d'accord avec l'approche de Michaels, et cette tension a été clairement exprimée dans une interview de 2015 sur The Breakfast Club. Damon a révélé qu'il ne voulait pas être à l'abri des comparaisons avec Eddie Murphy. Il a dit que Lorne Michaels essayait, pensait-il, de me protéger d'être comparé à Eddie Murphy, et je lui ai répondu, « Écoute, tu me donnes le ballon ou tu me laisses partir. Vire-moi de l'équipe. » Damon était frustré par les opportunités limitées qui lui étaient offertes et il avait l'impression qu'on ne lui permettait pas de montrer tout son potentiel dans l'émission. Ce mécontentement face à la façon dont il était traité l'a finalement conduit à se retirer de SNL. Dans son livre Homie Don't Play That, l'histoire d'In Living Color et de la Black Comedy Revolution, David Peisner a donné un aperçu supplémentaire de l'état d'esprit de Damon à cette époque. Selon Peisner, Eddie Murphy avait donné à Damon un conseil crucial avant ses débuts dans SNL. Ne vous intégrez pas au casting. Si vous voulez vous démarquer, écrivez vos propres sketchs. Même si vous ne faites qu'un seul sketch, assurez-vous qu'il soit centré sur vous. Sinon, vous vous ferez aspirer et deviendrez Garrett Morris. Le conseil d'Eddie Murphy était ancré dans sa propre expérience au SNL, où il avait créé ses propres sketchs centrés sur sa voix comique unique. Les efforts de Damon pour donner vie à ses idées ont été systématiquement étouffés. Chaque semaine, il proposait de nouvelles idées de sketches, mais elles étaient rejetées sans explication. La frustration était palpable.
et elle était aggravée par son sentiment croissant d'être mise à l'écart, reléguée à des rôles mineurs, parfois sans aucune réplique. Le manque de reconnaissance de son talent a profondément affecté Damon. Il se souvient avoir été choisi pour une scène où on lui demandait de se tenir debout, tenant une lance, sans réplique, sans véritable développement du personnage, juste un accessoire. Cette situation absurde a mis en évidence le manque de respect qu'il ressentait de la part des producteurs. Dans une interview de 2015 sur The Breakfast Club, Damon a partagé sa frustration. Ils m'ont fait jouer dans des scènes où je tenais juste une lance. Je me suis dit, je ne ferai pas ça. Ma mère va regarder le spectacle. Pas de file d'attente, juste une lance dans une lanière. Je me dis, je ne peux pas faire ça. J'ai dit qu'il fallait embaucher quelqu'un d'autre pour ça, et ils m'ont dit que tu n'étais pas un joueur d'équipe. J'ai dit que non, je n'étais pas un esclave. La colère de Damon ne cessait de monter alors que les producteurs continuaient à limiter ses opportunités. Son refus d'accepter ses rôles dégradants ne faisait qu'accroître la tension entre lui et la hiérarchie de la série. Malgré sa frustration, il restait engagé dans son métier, persuadé qu'il pourrait apporter beaucoup plus à la série s'il en avait la chance. Mais la situation est devenue de plus en plus intenable. Les audiences de SNL ont également chuté, ce qui a accru la pression sur les producteurs pour produire des succès et rajeunir l'émission. Cette pression a atteint son paroxysme lors des répétitions d'un sketch intitulé Mr. Monopoly, une parodie de la populaire émission de télévision Miami Vice. Damon a été choisi pour jouer un policier, et les producteurs lui ont donné un costume à porter qui était censé correspondre au look emblématique de Crockett et Tubbs, les protagonistes de Miami Vice. Cependant, le look de Damon n'a pas rencontré l'approbation des producteurs. Lorne Michaels, le producteur exécutif de la série, s'est montré particulièrement critique à l'égard du costume et a dit à Damon, « Tu ressembles à un Mac dans ce costume. Je veux que tu le changes pour un uniforme de policier. » Pour Damon, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Son ressentiment s'accumulait depuis des semaines et il avait décidé qu'il n'allait plus le supporter. Il ne supportait plus d'être étouffé, contrôlé et rabaissé. Ce qui s'est passé ensuite a choqué l'équipe de SNL. Pendant la diffusion en direct de l'émission, Damon a décidé de saboter le sketch. Au lieu d'interpréter son personnage comme prévu, il s'est complètement écarté du scénario, transformant son interprétation en un stéréotype exagéré et efféminé. Son interprétation n'était pas seulement non conventionnelle, elle était délibérément perturbatrice. La performance était maladroite. L'humour tombait à plat et le public était plongé dans un silence inconfortable. Les producteurs, qui subissaient une pression croissante pour sauver les audiences en baisse, ont immédiatement renvoyé Damon après sa prestation. Pour Damon, ce n'était pas une surprise. En fait, il a admis plus tard qu'il avait délibérément saboté la prestation parce qu'il savait que cela lui vaudrait d'être renvoyé. Il était tellement déçu par le traitement qu'il subissait qu'il considérait que son éviction de la série était le seul moyen de reprendre le contrôle de sa situation. Dans ses mémoires, Damon revient sur ce moment, reconnaissant qu'il avait délibérément créé le chaos. Ce coup de théâtre était, en quelque sorte, sa façon de reprendre le contrôle de sa vie et de rejeter la façon dont il avait été traité dans la série. Je ne voulais plus faire partie de ce système. Avoua-t-il plus tard. S'il ne me donnait pas le respect que je méritais, je m'assurerais qu'il sache ce que j'en pensais. Au début des années 90, Damon Wayans a participé à un moment révolutionnaire à la télévision avec l'émission de sketch comique Révolutionnaire in Living Color. L'émission, créée et produite par le frère aîné de Damon, Keenen Ivory Wayans, a connu un succès immédiat et a trouvé un écho profond auprès du public, en particulier au sein de la communauté noire. In Living Color a été une étape culturelle majeure, une émission qui non seulement divertissait, mais offrait également une plateforme aux voix noires d'une manière qui avait rarement été vue à la télévision auparavant. C'était une émission produite par des créateurs noirs, mettant en vedette des artistes majoritairement noirs et racontant des histoires qui reflétaient la vie quotidienne et les difficultés de l'expérience afro-américaine. Dès le début, In Living Color était bien plus qu'une simple émission humoristique. C'est devenu un mouvement. Le casting, qui comprenait non seulement Damon, mais aussi des artistes talentueux comme Jim Carrey, David Alan Grier et Jamie Foxx, a mis en valeur une diversité de voix et de perspectives noires qui manquait cruellement à la télévision grand public.
Le contenu de l'émission allait de l'humour burlesque aux commentaires sociaux acerbes, et sa volonté d'aborder les questions de race, de classe et d'identité a touché une corde sensible auprès d'un large public. Pour de nombreux téléspectateurs, en particulier dans la communauté noire, In Living Color était une référence culturelle, une émission qui leur parlait directement, à leurs expériences et à leur sens de l'humour unique. Enfin, on avait l'impression qu'il existait une émission qui n'était pas seulement destinée aux Noirs, mais par des Noirs, et c'était quelque chose que beaucoup attendaient. Le rôle de Damon dans la série, aux côtés de Kenan, lui a permis de s'épanouir. Il a pu mettre en valeur son talent comique, en incarnant une variété de personnages mémorables et en apportant sa voix particulière au sketch. C'était l'opportunité que Damon attendait depuis longtemps, une plateforme où il pouvait vraiment briller, exploiter son talent considérable et se développer en tant qu'artiste. La série est devenue un phénomène de culture pop dans les années 90, consolidant la place de Damon en tant que star de la comédie. L'influence du casting s'est étendue au-delà de la télévision, avec In Living Color qui a donné naissance à des slogans populaires, à des personnages mémorables et même au lancement de la carrière d'une jeune Jennifer Lopez, qui est devenue une danseuse fly girl dans la série. Pour la communauté noire, In Living Color était plus qu'un simple divertissement. C'était un reflet de leur vie. L'émission explorait tous les domaines, des stéréotypes raciaux à la fierté noire. Et elle a trouvé un écho profond auprès d'une génération de téléspectateurs qui s'étaient longtemps sentis sous-représentés dans les médias grand public. Le sentiment d'appartenance que le public noir ressentait envers l'émission était palpable. C'était leur émission, une plateforme pour leur voix, leur lutte et leur humour. Et pendant un temps, il semblait qu'In Living Color allait devenir un élément permanent de la télévision américaine. Une présence appréciée et nécessaire qui continuerait à représenter la culture noire pendant des années. Cependant, la joie et le succès de l'émission furent de courte durée. Dans un mouvement qui a choqué et mis en colère les frères Wayans et le public noir de tout le pays, In Living Color a été brusquement retiré de l'antenne. Le catalyseur de ce retrait soudain a été une décision prise par Fox Broadcasting, la chaîne qui diffusait l'émission. La chaîne a choisi de diffuser des rediffusions de l'émission plutôt que de produire de nouveaux épisodes, mettant ainsi la série en pause. Mais c'est la raison qui a conduit à cette décision qui a révélé une vérité bien plus sombre. Les dirigeants de Fox, conscients que la chaîne avait conclu un accord contractuel avec les frères Wayans, qui leur accorderait à terme la propriété de la série, ont reconnu que la fin de l'accord approchait. La propriété d'In Living Color étant sur le point de revenir aux Wayans. Fox a pris la décision stratégique de diffuser des rediffusions au lieu de produire du nouveau contenu. L'objectif derrière cette décision était clair. En diffusant des rediffusions, Fox espérait épuiser l'audience de la série et réduire les audiences. L'idée était que les téléspectateurs se lassent de regarder les mêmes épisodes encore et encore, ce qui entraînerait une baisse de popularité de la série et permettrait à la chaîne de justifier plus facilement l'arrêt de la série. Il s'agissait d'une manœuvre commerciale calculée destinée à éroder l'élan de la série et à nuire à son avenir. In substance, Fox tentait de diminuer la valeur de la série au moment même où les Wayans étaient sur le point de reprendre le contrôle. L'annulation soudaine de In Living Color n'était pas seulement une manœuvre commerciale. Il s'agissait d'une attaque calculée contre les créateurs de la série et contre l'essence même de ce qu'elle représentait, une plateforme pour les voix noires dans les médias grand public. Comme si la décision de diffuser des rediffusions au lieu de nouveaux épisodes n'était pas un coup suffisamment dur pour Damon et Kenan Wayans. Les dirigeants de Fox ont aggravé la situation en répandant des rumeurs préjudiciables pour nuire davantage à la réputation des frères. Ces rumeurs ne cherchaient pas seulement à ternir l'image professionnelle des Wayans, mais aussi à détourner l'attention des objectifs corporatifs de la chaîne. S'en est suivi une bataille d'ego, de politique d'entreprise et d'intégrité créative qui a finalement conduit au départ dramatique de Kenan de la série. La rumeur la plus dommageable répandue par les dirigeants de Fox était que Kenan avait réagi avec une colère extrême lorsqu'il a été informé de la décision de diffuser des rediffusions. Ils ont dépeint Kenan en train de crier sur les membres du personnel et de provoquer une scène, le décrivant comme un personnage non professionnel incapable de contrôler ses émotions. L'objectif de la chaîne était clair. Ternir la crédibilité de Kenan et détourner l'attention des pratiques commerciales douteuses de la chaîne vers ses prétendues crises de colère. Cependant,
Kenan a fermement nié ces accusations. Dans un effort pour rétablir les faits, il s'est défendu avec véhémence en déclarant « Je n'ai jamais crié de ma vie. Je suis trop jeune pour avoir un AVC. » L'idée qu'il perde le contrôle de façon aussi dramatique était absurde pour Kenan, et il trouvait à la fois insultant et frustrant que la chaîne répande des rumeurs, aussi infondées pour détourner l'attention de sa propre mauvaise gestion de la situation. Les rumeurs ne s'arrêtèrent pas là. Les dirigeants ont également affirmé que Kenan leur avait caché l'un des nouveaux épisodes de In Living Color pour tenter de saboter les plans de la chaîne. Ils ont suggéré qu'il avait délibérément caché l'épisode pour empêcher sa diffusion, ce qui aurait obligé Fox à se contenter de rediffusion. Cette histoire était tout aussi inventée que la précédente, mais elle a alimenté le récit selon lequel Kenan était difficile et peu coopératif. Selon le manager de Kenan, Gold, il y avait une part de vérité dans l'idée que Kenan avait conservé la cassette pendant une brève période, environ 2 heures, après que la décision de rediffuser l'émission ait été prise. Cependant, ce refus de diffuser l'épisode n'était pas motivé par la malveillance ou par le désir de ruiner l'émission. Il s'agissait plutôt d'un geste symbolique de défi, d'une forme de résistance créative contre la décision de la chaîne. C'était une bataille de conneries, à Admus Gold, reconnaissant que même si Kenan avait effectivement conservé la bande pendant une courte période, l'intention n'était pas de saboter l'émission, mais de faire une déclaration sur le contrôle créatif. Kenan, à sa manière, signalait à la chaîne qu'elle n'avait pas le droit de piétiner l'intégrité créative de l'émission. Pour Kenan, le conflit n'était pas seulement une question de business ou d'audience. C'était une question de principe. Il avait travaillé sans relâche pour intégrer la couleur vivante dans quelque chose de significatif. Quelque chose qui pourrait faire une différence dans la représentation de la culture noire à la télévision. L'émission était pour lui plus qu'un simple travail. C'était une plateforme pour les talents noirs, un espace où lui et sa famille pouvaient contribuer à un mouvement culturel plus vaste, en sapant le succès de l'émission. Fox applied sa vision, et Kenan ressentait une immense responsabilité de protéger cette vision à tout prix. Cependant, à mesure que les jours de postures et de combats se poursuivaient, il est devenu évident que la situation était intenable. La chaîne avait pris sa décision et Kenan s'est rendu compte que, malgré tous ses efforts, il avait peu de chances de remporter cette bataille. Au final, Kenan a pris la décision difficile de quitter l'émission. C'était vraiment la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire, a-t-il admis plus tard. Mais je devais le faire. Je ne pouvais pas cautionner ce qu'ils avaient fait et la manière dont ils l'avaient fait. Personne ne voulait que je parte, mais je ne pouvais pas continuer en toute bonne conscience. Je ne pouvais pas leur offrir un spectacle d'une certaine qualité et ne pas leur demander de revenir avec la même qualité. La décision de partir a été douloureuse, pas seulement pour Kenan, mais pour toute la distribution et l'équipe. Le spectacle avait été un succès majeur, et s'en séparer signifiait laisser derrière lui quelque chose dans lequel il avait mis tout son cœur et toute son âme. Mais dans l'esprit de Kenan, la trahison de l'entreprise était trop difficile à supporter. Son engagement envers l'intégrité créative et le respect de son équipe ont finalement pris le pas sur toute considération financière ou professionnelle. Le départ de Kenan Ivory Wyan de In Living Color a marqué un tournant dans sa carrière et dans l'héritage de la série. Les raisons du départ de Kenan étaient profondément ancrées dans une bataille pour le contrôle créatif. Mais cela a déclenché une série d'événements qui allaient avoir un impact profond sur ses frères et leur carrière. Marlon et Damon, qui étaient également essentiels à la série mais n'avaient pas de contrat officiel avec Fox, ont suivi Kenan à la sortie dans une démonstration audacieuse de solidarité familiale. Ce n'était pas seulement une décision commerciale, c'était une déclaration sur leurs valeurs, leur engagement envers l'intégrité créative et leur loyauté les uns envers les autres. Leur départ était un signal pour Fox que la famille Wyan ne se laisserait pas facilement influencer, même face à d'énormes enjeux professionnels et personnels. Après le départ des frères Wyan, In Living Color a commencé à perdre l'essence qui en avait fait un phénomène culturel. L'émission, qui était à l'origine une puissante plateforme pour l'humour et les voix noires, a commencé à prendre un ton sensiblement différent. Sans les frères Wyan à la barre, l'émission a commencé à s'éloigner de ses racines. Les producteurs, qui n'avaient pas la perspective unique que les Wyan apportaient, ont eu du mal à créer des sketchs qui trouveraient un écho auprès de la communauté noire, alors que la série évoluait vers une sensibilité plus grand public. Dominée par les Blancs, il est rapidement devenu évident qu'il manquait quelque chose d'essentiel.
le côté tranchant. La spécificité culturelle et l'authenticité qui avaient autrefois fait de la série un succès retentissant semblaient s'estomper, remplacées par un contenu qui semblait déconnecté du public auquel elle s'adressait initialement. Keenan a été profondément offensé par ce changement. Il l'a vu comme une trahison, non seulement envers la série, mais aussi envers la communauté noire dans son ensemble qui l'avait adoptée. Il s'agissait toujours d'une comédie du point de vue afro-américain, a déclaré Keenan, en réfléchissant à l'objectif initial de la série. Mais maintenant, ils ont tous des consultants blancs. Il y a une frontière ténue entre l'humour afro-américain et le fait de se moquer des afro-américains. Pour Keenan, la décision de remplacer les Wayans par des consultants blancs n'était pas seulement un désaccord professionnel. C'était un affront au fondement même de l'émission. Les consultants, qui ne comprenaient pas la culture noire et ses expériences vécues, étaient incapables de créer une comédie qui trouvait un écho auprès du public qui avait fait d'In Living Color un tel succès. L'échec de la Fox à faire entendre des voix diverses pour remplacer les frères Wyan était, pour Keenan, non seulement offensant pour l'émission, mais aussi pour une grande partie de la population. La décision d'exclure les créateurs et les perspectives noires du processus créatif a été ressentie comme une suppression de la culture et de la voix qui avait fait de In Living Color une série révolutionnaire. Alors que la série vacillait sans les frères Wyan, ils ont commencé à chercher de nouvelles opportunités pour concrétiser leur vision créative. Ils n'ont pas laissé ce revers les définir. Au lieu de cela, ils ont cherché de nouveaux projets qui leur permettraient de continuer à avoir un impact. Le premier de ces projets était Scary Movie, un film d'horreur comique qui allait s'avérer un énorme succès et marquer le retour triomphal des frères Wyan sur le devant de la scène. Scary Movie était un film de genre comique qui parodiait divers tropes cinématographiques, en particulier ceux des genres d'horreur, de slasher et de mystère. Le film a été écrit par Marlon et Sean Wayans, avec Keenan comme réalisateur. Il s'agissait d'une rupture audacieuse avec le genre de comédie socialement engagée qui avait défini In Living Color, mais il portait toujours l'humour caractéristique des Wyan. Irrévérencieux, sans peur et très divertissant. Les frères ont habilement parodié des films populaires tels que Scream, Souviens-toi de moi l'été dernier et Sixième Sens, tout en y ajoutant leur propre marque de comédie burlesque et d'esprit vif. Le film était à la fois une parodie des clichés hollywoodiens et un commentaire ludique sur la culture pop, deux choses que les Wyan avaient maîtrisées au fil des ans. Sorti avec un budget relativement modeste de 19 millions de dollars, Scary Movie a dépassé toutes les attentes et est devenu un succès surprise au box-office. Il a rapporté la somme étonnante de 278 millions de dollars dans le monde entier, dépassant de loin ses coûts de production et consolidant les Wyan comme des acteurs majeurs à Hollywood. Le deuxième volet, Scary Movie 2 bien que rentable, n'a pas réussi à reproduire le succès massif de son prédécesseur, malgré une solide performance au box-office, avec 141 millions de dollars de recettes sur un budget de 41 millions de dollars. Il n'a pas réussi à susciter le même niveau d'enthousiasme ou de succès critique. Cela a marqué le début d'un changement notable dans la trajectoire de Wyan à Hollywood, un changement qui a laissé de nombreux fans s'interroger sur les véritables raisons du déclin de la franchise. Le film Scary Movie 2 a reçu de nombreuses critiques négatives, les critiques l'accusant de son humour grossier et de son manque d'originalité. CNN en particulier l'a qualifié de sketch de vaudeville visant le plus petit dénominateur commun. La critique a souligné que même s'il pouvait plaire à un public à la recherche d'un divertissement simple et populaire, le film manquait de la profondeur et de l'ingéniosité de son prédécesseur. Ce n'est pas un film, c'est un sketch de vaudeville qui vise le plus petit dénominateur commun, a déclaré la critique. Elle a également noté qu'une grande partie du meilleur contenu avait déjà été dévoilée dans la bande-annonce du film, ce qui rend l'expérience globale moins enrichissante pour les cinéphiles. Les critiques furent sévères, mais pas totalement surprenantes, car elles reflétaient le problème plus large de la réticence d'Hollywood à adopter pleinement le style comique des Wyan. Les critiques et le succès commercial, bien que pas désastreux, étaient une indication claire que la perception d'Hollywood des frères Wyan avait commencé à changer. De nombreux acteurs de l'industrie semblaient mécontents du succès du premier volet de Scary Movie, car il s'agissait d'un succès majeur produit en dehors du système hollywoodien traditionnel.
La capacité des frères Wyan à réaliser un film de grande envergure avec un budget modeste et leur approche audacieuse de la comédie n'ont pas été bien accueillis par les acteurs les plus établis de l'industrie. Par conséquent, leur deuxième film n'a pas reçu le même niveau de soutien ni de liberté créative, ce qui a rendu plus difficile pour les frères Wyan de conserver leur vision originale. Cependant, le changement le plus surprenant et le plus décourageant s'est produit lorsque le troisième volet, Scary Movie 3, est sorti 2 ans après le deuxième film. Les fans ont immédiatement remarqué l'absence de membres de la famille Wyan au sein du casting ou de l'équipe. C'était particulièrement déroutant, car les frères Wyan ont joué un rôle déterminant dans la création de la franchise, à la fois dans les coulisses et à l'écran. Leur absence a laissé de nombreux fans se demander ce qui s'était passé et pourquoi ils n'étaient plus impliqués dans un projet qu'ils avaient monté.